Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Se foutent de notre gueule avec leur QR code. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, répète notre cher président de la République. Mais vous avez entendu Patrick Juvet, où sont les femmes ? Où sont les femmes ? Eh bien en ce moment, elles sont un peu partout, mais dans des situations tout à fait différentes et quelquefois préoccupantes. Par exemple, certaines sont en garde à vue. Oui, comme Yona du collectif Némésis à Besançon qui a été mis 10 heures en garde à vue. Pourquoi ? À cause d'une banderole et à cause d'une pancarte. Ah bon, et puis elle est poursuivie. On va en parler effectivement avec le collectif Némésis, avec Alice Cordier et avec Yona. Et puis elles sont aussi, présidentes de la Commission européenne, comme Ursula von der Leyen, qui, vous avez entendu, vous savez, quand elle se lave les mains, est en train de chanter l'hymne européen, mais l'hymne à la joie de Beethoven. Et puis elle place ses copains. Elle place ses copains, vous allez voir, c'est intéressant. Elle continue à placer ses copains. On ne parlait pas des SMS, non. Elle place ses copains. Et puis, vous allez voir aussi, on va parler... Vous avez vu, vous vous rappelez, le pass sanitaire, le QR code, hein. C'était il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, ça a commencé il y a 4 ans. Et bien aujourd'hui, on a un autre pass, le pass olympique bien sûr, oui on prépare, car effectivement pendant un moment il faudra voir que les riverains, les Parisiens, les touristes comment vont-ils circuler ? Eh bien évidemment c'est trouver le QR code. Et enfin en seconde partie, nous allons recevoir une journaliste qui a fait une enquête passionnante qui va être très controversée, très polémique, sur les associations et les mouvements extrêmes. Mais alors, extrême droite, bien sûr, comme d'habitude, il faut parler que de l'extrême droite, c'est l'extrême droite qui est en train de saper nos fondements. Non, là, c'est l'extrême gauche. Alors, extrême gauche, influence palestine, zadiste, etc. C'est vraiment très, très, très intéressant parce que elle a fait pendant 6 mois, journaliste de Livre Noir, le magazine Livre Noir qui sort. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on en apprend des choses. Quand le journalisme aussi apprend à avancer masqué et surtout à prendre le temps. Elle a pris 6 mois pour regarder ce qui se passe. À tout de suite. Accrochez vos ceintures. On s'en va. Sud Radio, votre avis fait la différence. Les opinions sont diverses et variées. Vous faites parler les auditeurs. De mon point de vue, la liberté d'expression est beaucoup plus fiable et authentique sur Sud Radio, quoi. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Si vous dites ou si vous écrivez sur une banderole que 46 femmes auraient pu être épargnées si les OQTF, obligation de quitter le territoire français, avaient été appliquées en 2023, qu'est-ce que vous risquez ? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Et où sont les femmes ? Effectivement, elles sont partout aujourd'hui, elles s'entêtent, avec un S apostrophe bien sûr. Et c'est le cas de ce qui s'est passé à Besançon, lors du carnaval de Besançon, le 7 avril dernier, donc il y a 3 jours. Et le collectif Némésis, que nous avons déjà reçu, ont brandi des pancartes, des membres du collectif. Alors, Alice Cordier, vous êtes présidente, je veux dire, directrice du collectif Némésis. D'abord, c'était quoi à Besançon cette manifestation ? Pourquoi et pour quelle cause ? Alors nous, on s'est fait connaître en multipliant les happenings médiatiques. On s'est bien rendu compte que les médias ne voudraient pas forcément parler des causes que l'on défend. C'est-à-dire que nous, on est une association féministe, on libère la parole des femmes et on s'est rendu compte qu'il y avait parfois certaines choses qui étaient tues par les autres associations féministes, à savoir que dans certains cas de violence, il y a une surreprésentation des personnes étrangères dans les faits de violence. On ne dénonce pas que ça, mais ça en fait partie. Non, bien sûr. Parce que les violeurs ne sont pas
tous étrangers. Il faut le dire et le répéter. Hein. Évidemment, évidemment. Ouais. Mais dans certains cas, notamment les viols de prédation dans la rue, c'est le cas. Et nous, notre objectif en tant qu'association, on travaille dessus depuis bientôt 5 ans, est de proposer des solutions telles que l'application des OQTF, puisqu'on retrouve dans les faits notamment de viol et d'agression sexuelle des personnes qui sont sous OQTF. Donc nous, on a décidé, c'est des sujets qui sont très tabous, notamment aujourd'hui dans les milieux féministes où règne une idéologie plutôt d'extrême gauche. On a décidé, nous, de faire parler ces causes-là, de porter la voix de ces femmes-là, et de se rendre à tout événement possible et imaginable, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Dès qu'il y a un événement, une fête, un carnaval, quoi que ce soit, vous vous joignez. Vous l'avez fait pour des manifestations féministes à Paris, on le sait, on en a parlé. À la Grande Braderie de Lille en septembre. Voilà. Bon, là, on est un peu les troubles faits, certes, je l'entends, mais il y a une telle urgence et telle lâcheté aussi des pouvoirs publics de pouvoir mettre en place de réelles solutions que nous, on a vraiment cette urgence qui nous motive à être présente partout. Et donc, notre antenne locale de Besançon a décidé, lors du carnaval de samedi, d'intervenir de façon très pacifique toujours. D'abord avec une banderole qui a été accrochée sur le chemin du trajet du carnaval. À l'hôtel de ville, non, près de l'hôtel de ville. Pas très loin de l'hôtel de ville, oui. Qui mettait en avant le fait que 46 femmes auraient pu être épargnées si les OQTF avaient été appliqués. 46 femmes, c'est un chiffre que l'on a trouvé en comptabilisant tous les faits divers qui ont donné lieu à une condamnation. Je pense que ce chiffre... 2023. En 2023, ce chiffre est largement sous la réalité. Mais en tout cas, nous, on a ce chiffre-là. Et ensuite, deux de nos militantes ont remonté le carnaval en défilant, finalement, comme les autres, mais avec des pancartes. L'une était « Libérez-nous de l'immigration » quand ça se passe mal, évidemment, par rapport à l'histoire des OQTF. Et l'autre était « Les violeurs étrangers », expulsion des violeurs étrangers. C'est une demande que l'on fait. Attention, quand je dis expulsion des violeurs étrangers, on ne dit pas tous les étrangers sont des violeurs, on dit qu'on veut expulser les violeurs. Il faut quand même faire attention à ça, c'est la moindre des choses. Tout à fait. Alors on est d'accord, alors c'est intéressant parce qu'on va en parler avec la personne qui tenait cette pancarte, Yona. Bonjour Yona. Bonjour. Bonjour, vous êtes à nous, vous avez 19 ans, vous êtes l'antenne de Besançon. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Parce que vous avez fait 10 heures de garde à vue. Pourquoi? À cause de cette pancarte? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on est allé montrer ces pancartes qui étaient devant la tribune où se trouvait la maire de la ville. Oui. Et elle n'a pas vraiment apprécié qu'on vienne perturber son super carnaval, je pense, puisque dans la foulée, elle a tweeté sur le réseau social X, anciennement Twitter, que elle porterait plainte contre pour la ville. Donc en gros la maire ELV de Besançon, Anne Vigneault, c'est bien ça, qui d'ailleurs qu'on va recevoir demain probablement. Enfin, elle a évidemment le droit de réponse, tout à fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle n'a pas apprécié, elle a posté un tweet, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc elle a dit qu'elle porterait plainte. Elle a fait aussi une conférence de presse donc le lendemain, donc c'est-à-dire le 8 avril. Oui. Et nous, on a vu dans plusieurs articles de presse que ça s'officialisait vraiment. On n'avait pas vraiment peur de cette plainte initialement parce que ça ne tenait pas vraiment. C'était incitation à la haine, il me semble. Et pour nous, ce n'en était pas, donc on ne s'inquiétait pas vraiment. Mais on a vu que le procureur avait officialisé la plainte, enfin qu'il y avait vraiment que le procureur était rentré dans le jeu, on va dire, et que donc ça devenait vraiment sérieux. Et donc c'est la veille, avant-hier soir, que moi j'ai découvert que j'irais, pas que j'irais en garde à vue. Initialement, je pensais assister à une audition libre qui est. On vous a convoqué à une audition libre, c'est ça? Voilà, c'est ça. On m'a convoqué donc pour 8h30. Et moi j'arrive le matin en pensant que c'est une audition. Et où ça se passait où? C'est convoqué par qui? Vous étiez convoqué? Je suis convoqué au commissariat de Besançon. C'est ça, d'accord. Donc vous arrivez là-bas? Vous arrivez au commissariat, oui. Oui, tout à fait. Donc j'arrive au commissariat en pensant que c'est une audition libre, donc beaucoup plus, sereine qu'une audition qui ne l'est pas, puisque quand j'arrive, je vois un dossier garde à vue sur le bureau, et le policier qui m'explique que en effet, même si lui ne voulait pas m'envoyer en garde à vue, le procureur en personne a vraiment insisté pour que ce ne soit pas une audition libre et que je finisse en garde à vue. D'accord. Donc ma garde à vue, elle a commencé à 8h20. Et après toute la journée, j'ai eu des dépositions à faire. On m'a demandé ce qui s'était passé, pourquoi du comment, si j'incitais à la haine raciale. Évidemment, je répondais que non, ça n'avait aucun rapport. Et comme Alice vient de le dire, pour nous, violeurs étrangers dehors, ça ne veut pas du tout dire que tous les étrangers sont des violeurs, mais que ceux qui le sont ne le pas sur le territoire français.
Et voilà. Et de ce point de vue, je voudrais quand même citer quelque chose. En 2019, en novembre 2019, je le rappelle parce que c'est très important par rapport à ce qui se passe. Marlène Schiappa était à l'époque secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Eh bien, voilà ce qu'elle disait en novembre 2019 en réponse à une radio. Écoutez. Les mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre ce matin, notamment il y en a une qui me tient à cœur, puisque c'est moi qui l'avais proposée, et je remercie Édouard Philippe de l'avoir retenue, c'est le fait de pouvoir expulser les citoyens de nationalité étrangère qui ont été condamnés pour des violences sexistes et sexuelles, notamment conjugales, mais également des viols. Donc, Marlène Schiappa disait en 2019 ce que disait votre pancarte en 2024. C'est exactement ça, puisqu'elle parle de ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit? Mais on vous interrogeait pendant ces 10 heures. On vous a interrogé en permanence. Qu'est-ce qu'on vous a dit, Yona? Alors, en tout, j'ai été interrogée, on va dire 2 fois. J'ai également été perquisitionnée, donc ça, je vais en parler. Déjà, je tiens à préciser que cette réplique de Marlène Schiappa, cette citation, nous a été utile, hein, évidemment. On s'est appuyé de ça. J'imagine que vous allez vous en servir. D'accord. Je voulais savoir, vous parlez de perquisition, il y en a, mais perquisition où? Vous étiez en garde à vue, ou chez vous, à la maison? Alors, donc, tout à fait. Donc, j'étais en garde à vue. Oui. Et on m'a dit, est-ce que vous avez les clés de chez vous? Et je réponds oui. Et là, je comprends qu'il va y avoir donc une perquisition chez moi. Hein. J'étais un peu innocente au début, je comprenais pas vraiment parce que j'étais déjà stupéfaite d'être ici en garde à vue alors que je n'étais pas censée l'être. Surtout pour les faits qui me sont reprochés. Enfin, ça me paraissait un peu absurde tout ça. Donc j'y croyais pas vraiment et au final comme aussi Alice l'a dit hier sur les réseaux, moi j'habite chez mes parents, donc on m'explique qu'on va aller toquer à la porte comme ça de chez mon père et puis venir fouiller dans nos affaires. Moi je suis coopérative pendant la perquisition. Donc, les policiers ils étaient 3 rentrent chez moi et puis je leur explique directement où j'ai mis la banderole parce que on me dit que ça sert à rien de toute façon de poser une résistance à ce moment-là. Et voilà, c'est assez. Ils ont été très respectueux. Hein. Par contre, je tiens à préciser que c'était, ils n'ont pas mis le bazar. Ils n'ont pas fait comme certains policiers qui font un peu n'importe quoi pendant certaines perquisitions. Oui, là, ça s'est bien passé. Mais ils ont saisi votre ordinateur, je crois. Alors oui, mais ça, c'était pas pendant la perquisition. En fait, c'est encore plus absurde, étant donné que je suis allée à l'audition avec mon ordinateur. Je suis étudiante et je pensais, comme c'était une audition libre, que je pourrais directement ressortir de mon audition et aller à la fac, en fait. Donc j'avais mon ordinateur avec moi. Donc ils n'ont pas eu besoin de me le prendre pendant la perquisition. Je leur ai juste donné quand j'étais au commissariat. Ouais. Et donc vous êtes sorti. Alors justement, il y en a resté avec nous. Alice Cordier, la suite, c'est quoi? Il y a une plainte déposée. C'est quoi la suite? Eh bien, écoutez, il y a une enquête qui est en cours puisque l'ordinateur de Yona a été placé sous scellé quand même. Hein, on parle d'un ordinateur d'étudiante. Vous n'avez pas récupéré votre ordinateur, Yona? Non, pas du tout. D'accord. C'est assez lunaire, en fait. Je le connais déjà, le récit de sa garde à vue, mais en fait, plus je le réécoute, plus je me dis quand même qu'on a assisté à quelque chose d'extrêmement grave, et nous, on ne compte pas en rester là. Sans doute qu'il y aura une enquête en cours, mais nous, on va pas se laisser faire, on va aussi porter plainte. Vous allez porter plainte? Tout à fait. Sur atteinte arbitraire à une liberté individuelle, c'est l'article 432-4 du Code pénal, tout simplement parce que on a une liberté d'opinion quand même en France, je crois. Hein, je crois qu'on est dans un pays, normalement. Espérons-le, oui. Et vraiment, nous, hier, donc nous, on le vivait de l'extérieur, donc on ne savait pas ce qui se passait, donc on avait les infos au compte-gouttes. Donc d'abord Yona arrive, audition libre, finalement c'est une garde à vue, perquisition chez son père pour une banderole, voilà, dont on avait la preuve. En plus, elle avait reconnu que c'était elle qui l'avait portée. Enfin voilà, ça n'a aucun sens. Son ordi est sous scellé. Et alors en plus, il y avait une deuxième fille, vous savez, dans cette manifestation avec elle. Ils ont essayé donc toute la journée de faire dire à Yona qui était cette jeune fille. Et en fait, ils ont contacté les opérateurs de Yona pour trouver qui elle avait appelé le jour de la manifestation. Enfin, on est quand même, si la justice à chaque fois mettait autant d'énergie sur des cas de viol ou de fichiers S, je peux vous assurer que ça tournerait mieux. Donc, ça marcherait mieux. Je ne tiens pas à blâmer les policiers qui, je pense, sont sous pression, une pression supérieure venant peut-être des procureurs ou de la magistrate. Surtout qu'ils sont bien comportés là. Ils se sont très bien comportés et je ne veux pas du tout les blâmer, mais force est de reconnaître qu'il y a quelque chose de pas normal. Et là, nous, on a appuyé. Donc hier, on avait fait toute une campagne médiatique sur les réseaux sociaux qui, je pense, a permis qu'elle sorte plus tôt. Sinon, à mon avis, elle y était encore. Et la deuxième chose, c'est que on a, en effet, comme je viens de vous le dire, nous allons porter plainte, nous l'avons annoncé, et la police a recontacté Yona aujourd'hui en l'appelant pour lui dire non, mais il vaut mieux peut-être pas que tu portes plainte parce que l'ordinateur qu'on a sous scellé, il y a des infos qui pourraient peut-être te dédouaner, enfin un truc lunaire d'intimidation totale, parce qu'en fait, ils ne veulent pas
faire reconnaître qu'il y a très certainement eu de gros abus dans le cadre de cette garde à vue, et qui, moi, me semble hallucinante dans l'état de droit dans lequel on est censé être. Hallucinante. Oui, c'est-à-dire que cette histoire, non, ce qui est quand même tout à fait étonnant, quel que soit le jugement qu'on peut avoir, c'est la disproportion entre effectivement une pancarte, on peut être pour ou contre effectivement et trouver ça, mais et la poursuite et la garde à vue et ce qui va se passer après, puisque vous avez plainte du côté de la maire de Besançon, on va voir ce qu'elle dira demain chez nous, et puis vous-même vous portez plainte, enfin le collectif Némésis. Yona, une dernière chose, vous vous sentez après vous dites qu'est-ce que c'est que tout ça? Est-ce que ça vous a un peu découragé ou au contraire, ça vous encourage à continuer? Alors, découragée, non, pas du tout. Surprise, évidemment. J'ai connu des journées plus agréables parce qu'une garde à vue, c'est pas un petit voyage. C'est pas une journée qui est agréable, évidemment, mais non, pas du tout. Et au contraire, comme l'a dit Alice dans un tweet, je me rappelle plus exactement de ces termes, mais moi, ça m'encourage en tout cas. Encore plus, je me dis que mon combat est encore plus légitime. Si on essaie comme ça de nous faire taire et si ça prend cette ampleur, c'est que c'est légitime. Et moi, ça m'encourage vraiment. Si c'est en fait toutes ces méthodes, la perquisition, le procureur qui fait pression toute la journée pour que je donne le nom de mon ami et qui, en gros, me menace un peu de dormir en garde à vue si je ne le donne pas. Ces techniques d'intimidation, c'est pour nous faire peur. Ça ne marche pas du tout. Comme l'a dit Alice, on ira dans tous les carnavals, on ira dans toutes les manifestations pour continuer à passer de manière pacifique notre message. Et non, pas du tout de découragement de ma part. Donc Alice Cordier, vous continuez, vous nous tiendrez au courant de toute façon des suites de cette affaire. Mais c'est vrai que ça pose aussi beaucoup de questions, on en parlera demain avec la maire de Besançon. Ça pose beaucoup de questions effectivement sur la disproportionnalité de tout cela, puisque, je le rappelle, il n'y a eu aucune violence, aucun tabassage, aucune bagarre, quoi que ce soit. Il y a quand même un problème qui est posé, encore une fois. Pour vous, Alice Cordier, c'est un combat que Némésis va continuer à mener. Bien sûr, nous on est là pour la libération de la parole des femmes, et force est de constater que d'autres femmes, écolos, puisque c'est EELV, dans l'étiquette de cette mère, se battent contre cette libération de la parole. Nous, on n'a aucune autre volonté que cela. Tous les propos que nous avons tenus et publiés étaient légaux, je tiens à le rappeler, quand bien même Madame la maire est pour une immigration incontrôlée, et d'ailleurs, elle a mis ça en place dans sa ville, elle a fait venir tout un tas d'Afghans. Ça a fini comment? On a une femme qui a été agressée sexuellement par un de ces jeunes hommes. Donc on voit en plus que c'est pas forcément une réussite tout le temps. Donc peut-être qu'elle essaye de cacher ça sous le tapis, justement en s'en prenant aux associations qui essayent de lutter contre ce genre de choses. Et si vous voulez, moi ce que je trouve très grave quand même, c'est que là on parle, nous ce qu'on a dénoncé, c'est des viols de femmes, et en fait on n'a pas le droit de faire parce que le profil de l'agresseur ne correspond pas à la ligne idéologique de Madame la maire. C'est quand même très grave. Et je tiens à le rappeler là encore, aucun de nos propos n'était illégaux. On a le droit, et quand bien même, on a le droit d'être contre l'immigration en France. Si demain, on arrive avec une pancarte... De toute façon, la liberté d'expression, elle ne se limite pas. Évidemment, si c'est appel à la haine, et là, je ne vois pas quoi est appel à la haine, ou appel au meurtre, et Dieu sait s'il y en a, face à la violence qu'on connaît. En tout cas, écoutez, merci Yona, merci Alice Cordier, merci André. Puis on va suivre tout cela. Merci Alice Cordier. Je rappelle que vous êtes directrice du collectif Némésis, et merci Yona, vous êtes membre du collectif Némésis qui a été placé en garde à vue. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio avec André Berkoff qui reçoit Fabrice Eppelboim pour parler du QR code. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et oui, je ne suis pas le seul. Dans moins de 2 mois, les Jeux Olympiques 2024 à Paris et ailleurs, et surtout à Paris bien sûr. Et qu'est-ce que nous allons retrouver? Ça y est, il est venu, il est là, il se profile à l'horizon. Quelque chose que nous avons connu pendant la période du Covid, le QR code. Le QR code, nous avons connu le pass vaccinal, le pass sanitaire, on va connaître le pass olympique. Mais de quoi s'agit-il exactement? On en parle tout de suite avec Fabrice Eppelboim. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Ce formidable parodie évidemment de Harley Davidson, de Bardot et Gainsbourg.
Voilà. Nous ne craignons rien avec notre QR code. Alors, je rappelle évidemment, il va y avoir toute cette organisation et Dieu sait si ça pose des problèmes et des interrogations en matière sécuritaire et autres. En tout cas, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dévoilé, le périmètre SILT, sécurité intérieure et culte et lutte contre le terrorisme, où résidents à Paris, travailleurs et simples visiteurs, les touristes, etc., ne pourront accéder qu'à condition de s'être enregistrés sur une plateforme en ligne ouverte à partir du 10 mai. 10 mai, c'est dans un mois exactement. Donc, un QR code à montrer aux forces de l'ordre sera transmis à quiconque en fera la demande après des criblages de sécurité. Une fois muni de ce pass, il sera donc possible d'accéder à la zone définie par les autorités une semaine avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques, le vendredi 26 juillet au soir. Voilà. Alors, il y a le détail, on va pas donner tout le détail, le long du fleuve, le long de la Seine, de rive gauche à Ivry, etc., etc., etc. Une quinzaine de stations seront fermées, le QR code sera obligatoire. Alors, Fabrice Epelmoin, vous êtes enseignant, vous êtes entrepreneur, vous êtes déjà reçu, toujours avec plaisir, spécialiste de l'influence sur les réseaux sociaux. En fait, ce QR code, soyons clairs, parce que la principale préoccupation, évidemment, c'est la peur des attentats, ce qu'on peut comprendre, d'ailleurs, elle existe, et les attentats existent, on l'a encore vu en Russie et aussi ailleurs. Et est-ce que ce QR code employé ici, est-ce qu'il est efficace ou pas ? Il est efficace, mais il demande des moyens humains considérables. Il va falloir vérifier la présence d'un QR code et son adéquation avec votre identité sous la forme d'un papier d'identité à chaque passage. Donc ça demande une mobilisation de forces de police qui est très conséquente. Et c'est pas un système qui a beaucoup d'avenir parce que le contrôle d'accès sur le territoire, ça, par contre, on va en avoir de plus en plus et il faudra très rapidement passer à des systèmes plus efficaces qui demandent beaucoup moins de ressources humaines pour être mis en place. Alors, justement, on a parlé hors antenne, ils existent ces systèmes déjà plus efficaces ? Il y a une multitude de systèmes qui soit existent, soit peuvent tout à fait s'envisager, ne sont pas des challenges techniques insurmontables. Typiquement, les Chinois font un parallèle entre les téléphones qui bornent et donc qui sont reliés à des identités en Chine comme ici, et la reconnaissance faciale qui du coup devient extrêmement efficace parce qu'il n'est pas question de comparer avec 70 000 Français et leur papier d'identité, juste avec les 200-300 qui traînent dans les environs avec leur téléphone. Et là, on est sur des niveaux d'efficacité extrêmement forts. Et à partir du moment où ce genre de technologie est en place et il n'y a pas de challenge technologique, on peut faire du contrôle d'accès via de la vidéo reconnaissance en évidemment identifiant immédiatement les rares individus qui se baladent sans téléphone portable, qui sont vraiment extrêmement rares. Et là, en déclenchant une descente de police immédiate dès qu'on trouve ce genre d'individu. Ça serait beaucoup plus économique en termes de force de police et puis quelque part moins dolosif pour la population qui se rendrait moins compte, plus insidieux. Alors attendez, pour bien comprendre ce qui s'est... Aujourd'hui, par exemple, avec ce qu'il va y avoir, ce qui est mis en place, parce qu'il y a des millions de gens qui seront à Paris, à Paris, la région parisienne, etc. Aujourd'hui, en fait, pour aller dans ces endroits-là, il faut avoir son QR code. C'est-à-dire, on va s'enregistrer, on va avoir son QR code sur son téléphone, comme on l'a eu pour le pass sanitaire. Voilà. Bon. Et donc, vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, chaque personne devra montrer, il devra sortir son portable et montrer le QR code. Et c'est ça. Son papier d'identité. Donc, ça représente entre ça, le fait de sortir ces papiers, le fait pour un agent de police de vérifier qu'il y a une adéquation entre le QR code et le papier d'identité, on est sur du contrôle d'accès qui demande plus de 10 secondes par personne. Et donc ça fait des goulots d'étranglement considérables, ça demande des ressources humaines considérables. De la vidéosurveillance avec reconnaissance faciale, avec, j'insiste là-dessus, un croisement fait avec les cellules GSM, de façon à avoir des bases de données comparatives de visages très limitées et donc beaucoup plus efficaces. Ça serait infiniment plus efficace, beaucoup moins gourmand en ressources humaines et beaucoup plus insidieux dans la population. Parce que ce qui est en train d'arriver à travers le QR code de façon bien visible, mais j'insiste, ça sera beaucoup moins visible demain, c'est le rétablissement de frontières intérieures. Ah oui, c'est-à-dire en quel sens rétablissement dans le sens du contrôle d'accès. Typiquement, pour venir dans ce bâtiment, je suis passé par 2 contrôles d'accès. Un contrôle d'accès du bâtiment. Bonjour, je vais chez Sud Radio. On vous ouvre un portique. Un deuxième contrôle d'accès qui est la sonnette de chez Sud Radio avec quelqu'un à l'accueil. Ça fait 2 contrôles d'accès, c'est des frontières. Et ça fait déjà du temps. C'est du temps. Après, il n'y a pas des centaines de milliers de personnes qui passent par les bureaux, donc ça peut se gérer comme ça. C'est de l'argent. Ça fait 2 personnes qui sont payées pour faire ce contrôle d'accès. C'est des ressources humaines
humaines qui sont considérables. Et surtout, c'est dans le domaine du privé. On est dans des locaux totalement privatifs. Ce qui est nouveau, c'est la projection de ce type de frontières dans l'espace public. Surtout à une époque où les frontières, quelque part, ont disparu. Il n'y a pas véritablement de frontières. On rétablit des frontières dans l'espace public, quoi. On rétablit la notion de frontières dans l'espace public. Et on commence par des frontières qui n'existaient pas auparavant. On ne commence pas par rétablir les frontières de la nation française, ni même de l'Europe. On rétablit des frontières Paris, artificielles. etc. Mais enfin, oui, c'est ça. Complètement. Et alors, vous dites qu'avec le procédé dont vous parlez avec le GSM, avec la reconnaissance faciale, aujourd'hui, techniquement et financièrement, il existe déjà, il peut être appliqué très vite ou pas? Non, très vite. Enfin, j'espère que non, parce que ça présupposerait qu'il ait déjà été installé, mais c'est pas impossible. Hein. On a découvert il y a peu de temps, à travers des investigations de Disclose, que la reconnaissance faciale, qui est illégale, rappelons-le, a été en fait... Elle est illégale aujourd'hui. Elle est encore illégale, et en fait, elle est en pratique depuis 2015. Ça, c'est une enquête de Disclose. Donc, je peux pas vous affirmer que ce type de croisement entre des fichiers de bornage de votre téléphone GSM avec de la reconnaissance faciale localisée, qui du coup, j'insiste sur le procédé technique, va permettre de comparer avec 200 visages plutôt que 70 millions et va être infiniment plus efficace. Je ne peux pas j'espère que ce n'est pas prêt à être employé en France. Mais technologiquement, il n'y a aucun souci. Les Chinois font ça depuis longtemps. Et on pourrait imaginer que d'ici 1 an ou 2, si c'était décidé aujourd'hui, ça soit en place en France. Mais Fabrice, dans 2 mois, je sais pas. Mais Fabrice, c'est pas le point. On sait qu'on ne peut pas dire que la liberté de circuler ou d'expression ou autre soit effectivement la vertu cardinale de la Chine. Est-ce que quid de la société de surveillance que ça peut induire? Je parle de la France. Mais on y est dans la société de surveillance. Oui, ça fait très longtemps qu'on y est, très très longtemps. Nicolas Sarkozy, à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, voyant ce qui se déployait à la NSA côté américain, a décidé de mettre en place des systèmes de surveillance de la population française dès 2007-2008. On est en 2024. Donc on y est de plein pied. On est à la fois sur une surveillance étatique et sur une surveillance privée, les fameux GAFAM, les réseaux sociaux, tout ça, qui parfois collaborent. On l'a vu avec les Twitter Files, on l'a vu avec tout un tas d'autres affaires. Donc on est en plein dans cette société de surveillance. Ça n'est pas une menace qui pourrait arriver. On y est. Et on n'est pas sur un modèle chinois. On est sur notre propre modèle, qui sera un modèle européen, probablement pas le même modèle que les États-Unis, qui ont des lois plus solides pour même s'ils sont en grande difficulté aussi. On sera sur un modèle européen. Ça sera pas le modèle chinois, ça sera pas les États-Unis, ça sera un modèle européen, peut-être français, mais plus vraisemblablement européen. Et donc, aujourd'hui, par exemple, à votre avis, avec le QR code tel qu'il existe aujourd'hui, enfin, tel qu'il va être appliqué, hein, effectivement, et qui va être là, est-ce qu'à votre avis, au fond, il n'y a pas de risque zéro, on le sait très bien, dans toute société et même dans le tout quotidien, mais à votre avis, est-ce que c'est efficace, franchement, si jamais il y a danger de... Ça va faire monter la barrière à l'entrée de la facilité pour faire un acte de terrorisme ou un acte de sabotage sur les Jeux Olympiques. Ça sera plus compliqué. Après, ça me paraît évident que l'attentat qui s'est déroulé dans la banlieue de Moscou nous montre à tous que même dans un régime hyper sécuritaire dans lequel il n'y a aucun souci pour violer les droits de l'homme et la vie privée de qui que ce soit, on n'arrive pas à lutter contre une organisation dûment menée. Bien sûr. Donc, ce serait la même chose ici. Non, moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir vos éclaircissements. Ce qui m'a frappé, c'est que on emploie le même, et on comprend, pour la pandémie, enfin ce qu'il y avait, la pandémie Covid-19, le confinement, etc. On emploie ça pour les JO. C'est intéressant quand même, comme même si effectivement c'est peut-être mon point de vue est plus esthétique ou littéraire, mais c'est intéressant de voir qu'on applique les mêmes instruments à des choses qui n'ont rien à voir. C'est la même chose. C'est du contrôle d'accès. On va créer des frontières autour des restaurants durant le Covid. On va créer une frontière autour de la rivière Seine durant les Jeux Olympiques. C'est rigoureusement la même intention. Le contrôle d'accès du territoire et d'exclusion du territoire, alors pour les Jeux Olympiques des fichiers S, et pour les restaurants à l'époque du Covid, des non-vaccinés. Mais c'est rigoureusement la même problématique, c'est établir au vol des frontières de façon à ne pas laisser passer certains individus dans certaines zones. Et ça pourrait s'étendre à 1000 choses. Il y a des décisions de justice en pagaille, d'interdiction de présence sur un territoire. On n'est pas en mesure de les appliquer. Si on a une application algorithmique de ça, on pourra le faire demain. On a une question réseaux sociaux, André. Oui. Je vais la résumer un peu. Comme pendant le Covid, est-ce que ça sera possible de faire un faux QR code ou de se le prêter comme on a vu pendant le Covid? Tiens, je vais aller au restaurant, j'ai pas de QR code. Alors, André Berkoff me passe le sien et je rentre dans l'espace des JO. Probablement pas. J'espère que non. Pour une raison très simple. Quand vous rentriez dans un restaurant durant l'épidémie de Covid, c'était au serveur du restaurant de valider que c'était bien votre identité. Et donc, emprunter l'identité du copain.
le serveur n'avait ni le temps, ni l'autorisation juridique de le faire. Oui. Donc ça passait à l'as et on pouvait tricher facilement. Là, ça sera des officiers de police qui vérifieront votre identité. Donc si on arrive au stade où il n'y a pas cette vérification d'identité, il y a juste un passage sur le QR code pour voir s'il donne un go, c'est qu'on aura une faille dans le dispositif policier. Il y a quand même assez peu de chance. Par contre, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de goulots d'étranglement parce que vérifier le QR code de quelqu'un, c'est vérifier son téléphone, scanner le QR code avec son propre téléphone ou un dispositif technique, vérifier que le papier d'identité correspond bien à ce que le scan a donné. C'est une opération longue. On parle de 10-20 secondes par personne sur des centaines de milliers de personnes. Et donc il y aura des goulots d'étranglement quand même assez... Il y aura des goulots d'étranglement absolument impondérables. Et il y aura, pour résoudre ces goulots d'étranglement, besoin d'une ressource humaine considérable. Ce qui fait que c'est pas un dispositif qui peut se déployer en claquant des doigts très facilement, à peu de coûts. C'est un dispositif extrêmement coûteux et très très lourd. Voilà pourquoi on va recevoir des policiers qataris, polonais et ailleurs. Je pense que nous allons être très 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 pourvus en ressources humaines. Merci Fabrice Epelboin. Merci. Merci Fabrice Epelboin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignant, entrepreneur et spécialiste de l'influence sur les réseaux sociaux. On marque une courte pause sur Sud Radio. On va se retrouver dans un instant pour les perles, les bravos d'André Berkoff. Et puis comme d'habitude, si vous voulez réagir, 0826 300 300 pour intervenir et poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh bien moi, ce que j'aime, je ne m'en lasse jamais. C'est cette musique, cette chanson que vous écoutez souvent dans mon émission, sur Sud Radio. Écoutez cette voix douce, écoutez ce bruit de l'eau, écoutez la chanson préférée de Poncette Pilate. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Oui, toujours elle est parfaite. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en train de se laver la main en chantant l'hymne européen de monsieur Ludwig van. Et c'est intéressant parce que Ursula, elle est magnifique. Ursula ne s'arrête jamais. Ursula ne recule jamais. On parle de SMS, on parle de problèmes, on parle de ceci ou de cela. Mais qu'est-ce qu'elle en a à faire, cette chère Ursula? Rien. Elle dit au Parlement, mais sur qui il n'a rien à voir. On parle de collusion, on parle de 40 milliards d'achats. Les députés européens votent en leur majorité en disant non, nous ne voulons pas savoir ce qu'il y a dans les contrats européens, nous ne voulons pas savoir ce qui se passe. C'est extraordinaire. Au nom des 450 millions d'Européens que nous sommes, on achète ce qu'il faut pour combattre le virus au goût étrange venu d'ailleurs, mais on ne veut pas savoir ce qu'il y a dans les contrats. Non, absolument. Et alors là, quand même, il y a des petits problèmes, parce que qu'est-ce qu'elle a fait, cette chère Ursula, qui ambitionne, je vous le rappelle, d'être conduite à la tête de la Commission pour un nouveau mandat de 5 ans. Eh oui. Eh ben, elle a été prise la main dans le sac. Elle a imposé de force la création d'un poste, payé plus de 20 000 euros par mois, pour un contrat de 4 ans renouvelable 2 ans, soit un coût budgétaire total de 1,44 million d'euros, afin d'y placer l'un de ses protégés, un Allemand de son parti, la CDU. Et oui, ce n'est pas la première fois, il faut le savoir, que la présidente de la Commission place ses amis à des niveaux de l'administration communautaire. Voilà, elle a dit oui à ce monsieur qui est quand même très très bien, que j'aime beaucoup, qui est remarquable, etc. Eh bien, lui, c'est très simple, il faut le prendre. Alors, il y a eu quand même une petite rébellion. Et oui, une petite fronde. 4 commissaires ont envoyé une lettre officielle à Madame von der Leyen le 27 mars, dans laquelle ils demandent que le collège des commissaires composé de 27 membres discute du sujet. Voilà. Ils disent pas, non, vous avez tort, c'est pas possible de faire ça. Ils disent simplement quand même, nous considérons qu'il est approprié que le collège discute collectivement de la réponse à ces allégations, ainsi que de
l'impact possible sur les prochaines étapes du processus de recrutement de Marcus Piper en tant qu'émissaire pour les PME. Voilà, c'est-à-dire, voilà. Donc moi, Ursula, je dis mon pote, c'est mon pote Marcus Piper, je le connais, il est du même parti que moi, donc je vais le nommer, et puis il est normal qu'il soit rétribué. Eh ben, oui, mais on voudrait quand même poser des questions. On est poli, hein, on est poli. Alors qui? Eh bien, c'est le chef de la diplomatie de l'UE, Joseph Borrell, le commissaire à l'économie italien, Paolo Gentiloni, et le commissaire à l'emploi luxembourgeois, Nicolas Schmitt, ainsi que le commissaire centriste au marché intérieur, notre Français national, Thierry Breton. Je dirais pas seulement Français national, puisqu'il est franco-sénégalais. Oui, nous avons appris que le président Macky Sall lui a donné la nationalité sénégalaise, ce qui est son droit le plus strict. On va en reparler dans Berkoff, dans tous ces états. Alors, transparence ou pas transparence? Pour le moment, les députés ont posé la question, je n'ai toujours pas de réponse. Comme ils n'ont pas de réponse, ni sur les SMS, ni sur la transparence des contrats, ni sur la connaissance totale des contrats, pas de réponse. On verra sur là quand même, comme on est à 2 mois des élections européennes, est-ce que effectivement, Madame Ursula von der Leyen n'a pas un peu tiré sur la corde? On le saura. En attendant, remets-moi, cher Thibaut, si tu peux, Thibaut Sadler, cette merveilleuse hymne qui nous purifie l'âme. Voilà, cher Marcus, je t'attends, le poste est là. 40 000 €, tu vas être bien, tu vas être bien. Merci et vive la Commission européenne. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. La musique, c'est tellement fabuleux la musique. Est-ce qu'on pourrait vivre sans musique? Évidemment pas. Mais la Tchétchénie a pris des mesures intéressantes sur la musique. Vous savez bien qu'est-ce que ça a à faire avec un gouvernement. Oui, les Tchétchènes, le ministre de la Culture, Moussa Doudaïev, a fait part de la décision de limiter toutes les compositions musicales, vocales et chorégraphiques en Tchétchénie, et d'ailleurs celle qu'on pourra entendre dans les radios et la télévision tchétchène, à un tempo allant de 80 à 116 battements par minute. Vous savez, le fameux BPM. Voilà. Donc, entre 80 et 116 battements par minute, eh bien, tout va bien. Mais si c'est moins que 80 et plus de 116, eh bien voilà, il faut s'aligner sur la mentalité et le rythme musical tchétchène et transmettre au peuple et à nos enfants l'avenir de l'héritage culturel du peuple tchétchène. Voilà. Donc nous, les autres peuples font ce qu'ils veulent, mais il n'est pas question, c'est de l'identitaire. Enfin, un drôle d'identitaire. Donc si je comprends bien, si par exemple, j'écoute Michael Jackson Beat It. Écoutez. Non, Michael Jackson. Pas question de Michael Jackson en Tchétchénie. C'est 139 battements par minute. Donc, c'est plus que 116. Excusez-moi, Michael Jackson, on n'a rien contre vous, on n'est pas raciste, mais ça va pas du tout. Et si c'est moins de 80, par exemple, Bill Withers, Ain't No Sunshine When She Comes. Ain't no sunshine when she's gone. When she's gone, pardon. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always Eh ben oui, Withers, on adore, quelle chanson admirable, mais non, pas en Tchétchénie, pas en Tchétchénie. 78 battements par minute, ça va pas du tout. Vous êtes out of control, mon cher. Vous n'êtes pas pour la Tchétchénie, voilà. Ni Michael Jackson, ni Bill Withers, ni d'ailleurs les 3/4 des raps, de la disco, de la techno, du technopop, etc. Pas question, on va rester tchétchène. Alors écoutez, la prochaine fois, je vous promets, la semaine prochaine, on va faire que des musiques qui seraient tolérées en Tchétchénie. Voilà. Dorénavant, Thibaut Sadler, il faut le savoir, on ne veut plus que les rythmes tchétchènes. Voilà. Nous serons dans tous les États en tchétchène. Et d'ailleurs, pour les artistes tchétchènes, ils ont jusqu'au 1er juin pour modifier leur titre s'ils veulent toujours être joués dans les radios. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On va se retrouver à 13h après les infos. On va parler d'infiltration puisqu'André Berkoff reçoit une jeune journaliste qui s'est infiltrée pendant des mois dans des associations dites d'extrême gauche. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkoff, vous recevez Pauline Condomine, une journaliste à Livre Noir, auteure d'une enquête de 6 mois dans des associations d'extrême gauche. C'est disponible dans le magazine Livre Noir, infiltré au cœur de l'extrême gauche. Bonjour Pauline Condomine. Bonjour. Pauline Condomine, effectivement, c'est un magazine, l'excellent magazine Livre Noir qui sort aujourd'hui dans tous les kiosques. Et je vais vous dire, je l'ai lu et vous avez fait quelles que soient les opinions pour avoir, qu'on soit de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs, qu'on soit absolument scandalisé par ce que vous dites ou au contraire qu'on approuve, vous avez fait un très très bon travail de journalisme infiltré. Je rappelle que le journalisme, c'est d'abord non seulement d'avoir question à tout, je le dis, mais d'aller sur le terrain, d'aller enquêter et de prendre le temps de se colter avec le réel. C'est pas seulement, c'est très bien d'avoir des opinions, de chausser ses lunettes idéologiques et effectivement de dire telle ou telle chose et d'affirmer telle ou telle chose. C'est d'aller voir ce qui se passe. Et vous l'avez fait, justement, pendant 6 mois. Vous êtes allé, effectivement, fréquenter les associations dites d'extrême gauche, encore que beaucoup de choses à dire, mais enfin, notamment des occupations pro-Palestine, Urgence Palestine, mais aussi le soulèvement de la terre, mais aussi la ZAD, aussi le collectif sans papier, les féministes Paris banlieue, les décoloniaux, les LGBT, etc. Vous racontez ce que vous avez vécu, notamment chez la marche internationale pour le droit des femmes. Alors d'abord, comment ça vous est venu de dire, je vais aller voir ce qui se passe, mais surtout, je vais aller adhérer, m'infiltrer, c'est le cas de le dire, en infiltration, et je vais participer aux réunions, entendre tout ce qui se dit. Comment c'est venu ? Déjà, merci beaucoup de me recevoir. Alors en fait, ça m'est venu l'année dernière. Lorsque l'association immigrationniste qui s'appelle Utopia 56, qui est une association qui prend en charge des migrants clandestins, a occupé une école avec des MNA, enfin ce qu'elle appelait des MNA, donc des mineurs non accompagnés, en disant voilà, on occupe l'école parce qu'il faut un logement pour ces MNA. Dans le 16e arrondissement, je crois. Exactement, c'est l'école à Erlanger, une école désaffectée. D'accord. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon alors, tout le monde commentait de loin, disait voilà, est-ce que c'est vraiment des mineurs ou pas, comment ça se passe ? Et je me suis dit, en fait, c'était une vraie curiosité de ma part. Je me suis dit, j'ai envie d'aller voir qui ils sont et comment sont les bénévoles et en fait qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau. Et donc j'y suis allée et je me suis rendu compte, d'une part que c'était pas des mineurs et puis aussi je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie exploitation de ces clandestins par les bénévoles. C'est ça. Alors quand vous dites exploitation, vous dites que notamment cette association Utopia 56, mais elle n'est pas la seule, si vous voulez, elle travaille comme un certain nombre de gens pour effectivement l'accueil des immigrés, des migrants, etc. et leur fournir soit aide financière, soit aide matérielle, soit aide juridictionnelle pour qu'ils soient intégrés, pour qu'ils restent sur le territoire. C'est quoi un peu le... Alors exactement. Alors Utopia 56, donc ce dont je me suis rendu compte quand j'y suis allée, c'est qu'ils prennent en charge plusieurs profils. Ils prennent en charge, mais majoritairement en fait des clandestins. Ils prennent en charge des hommes clandestins qui en fait ont fait une demande pour être reconnus comme mineurs non accompagnés. Quand on est reconnu mineur non accompagné, on est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Bien sûr. Voilà, on est logé, on est formé. Sauf qu'en fait, eux, ils allaient récupérer à la sortie de l'AMNA, c'est-à-dire l'accueil des mineurs non accompagnés, là où ils faisaient leur entretien d'évaluation, ils allaient récupérer ceux qui avaient été refusés. Donc moi, je me suis rendue avec eux. En fait, tous les après-midi, on allait faire le pied de grue devant l'AMNA et on récupérait ceux qui avaient leur lettre de refus. Et la première fois que j'y suis allée, justement, ça m'a marqué parce qu'il y a une bénévole qui a dit voilà, écoutez, nous on n'est pas d'accord avec le fait que vous ayez été refusé, on pense que c'est scandaleux et ne vous inquiétez pas, on va vous aider à faire un recours juridique et dans 80% des cas ça marche. Et ensuite, ils les attendaient à la sortie de... On les attendait devant, exactement. Et ensuite on les emmenait ailleurs. Et voilà, il y avait une autre chose, alors pour le coup, qui m'a beaucoup marqué en fait, c'est qu'ils s'occupaient aussi de familles clandestines, alors avec des familles, avec des femmes, des enfants et même parfois des bébés. Et en fait, ils les aidaient à trouver des hébergements le soir. Sauf que en parallèle, comme il y a une saturation de l'hébergement d'urgence, ils voulaient demander des hébergements en fait à la mairie de Paris, alors que c'est la compétence de l'État. Et donc en fait, ils leur disaient certains soirs, écoutez, il faut que vous alliez manifester en fait devant l'hôtel de ville pour demander des hébergements. Donc ce soir, on ne vous aide pas à trouver d'hébergement, il faut que vous restiez toute la nuit devant l'hôtel de ville. Et en fait, il leur faisait faire le pied de grue, pareil, devant l'hôtel de ville toute la nuit. Il leur disait d'aller là-bas et de rester la nuit là-bas. Il leur disait d'aller là-bas et je voyais, parce que j'y étais, et je voyais justement des familles qui allaient voir les bénévoles qui leur disaient oui, on est fatigué, on veut rentrer ce soir, et les bénévoles qui disaient non, ce soir c'est manifestation, de toute façon on vous aidera pas. Et moi je suis allée voir les bénévoles parce que ça m'a marqué. J'ai dit mais pourquoi vous les laissez pas rentrer? Ils m'ont dit de toute façon si on les laisse partir, tout le monde va partir et puis les choses n'avanceront jamais. Et ensuite j'ai continué donc sur cette voie des associations immigrationnistes, parce que je suis allée aussi dans un collectif de sans-papiers
dans le 20e arrondissement, donc qui prend en charge des clandestins, des sans-papiers. Et en fait, les militants aident les sans-papiers, on les aidait en fait à faire leur dossier pour qu'ils soient régularisés, pour aller voir la préfecture. Sauf que en échange, il fallait que les militants ils aillent en manifestation. Il fallait qu'ils aillent pointer en manifestation. Donc en manifestation, il y avait une sorte d'appel sur un carnet. On doit noter le nom des clandestins qui sont là. Ensuite, on leur dit on va vous aider, mais vous venez manifester avec nous, c'est ça? Exactement, vous venez manifester. Ensuite, on les rentre dans un tableau Excel et ceux qui ont le plus pointé, c'est ceux qui vont être aidés en premier, qui vont être favorisés par rapport aux autres. Carrément, rentrer dans un tableau Excel, ils sont fichés, mis, etc. Exactement, oui. D'ailleurs, j'ai participé à remplir ce tableau Excel. Et pour vous dire à quel point en fait, on les emmenait dans des manifestations, antiracistes contre la loi Darmanin, alors qu'en fait, les clandestins fondamentalement n'étaient pas du tout opposés à cette loi. Moi, il y en a beaucoup qui m'ont dit, je pense que l'article 17, ça peut m'aider à me régulariser. Pour moi, c'est une bonne opportunité. Et les militants, s'insérer, etc. Exactement, les militants insistaient en disant non, c'est une loi fasciste, c'est une loi raciste, il faut qu'on manifeste contre, etc. Alors justement, et ça, je vous ai dit, je vais aller plus loin, je vais aller vraiment voir ce qui se passe dans ces associations, etc. Exactement. Et vous vous êtes retrouvé dans une des associations, d'ailleurs depuis le 7 octobre, effectivement, quand il y a eu le début de la guerre Israël-Gaza, Hamas et tout ça, le fameux 7 octobre, le terrible 7 octobre, et puis tout ce qui s'est passé ensuite, effectivement, vous vous êtes retrouvé à Urgence Palestine. Et là, vous avez constaté une espèce d'intersectionnalité des luttes, de convergence des luttes tout à fait étonnante. Racontez-nous. Tout à fait. Alors déjà, Urgence Palestine, je n'avais pas prévu à la base d'y aller. En fait, moi, j'ai aussi fait les choses au fil de l'eau, c'est-à-dire que je suis allée dans un collectif et ensuite ça m'a amené dans un autre collectif parce que tous les collectifs sont interconnectés. Donc ça, c'est ce qui a rendu mon travail d'autant plus naturel, en fait. C'est-à-dire tous se connaissent, où il y a des réseaux, c'est une porosité entre tous les mouvements. Et alors, Urgence Palestine, à chaque fois, au Soulèvement de la Terre, donc c'est un groupe écologiste radical qui a priori n'a pas grand-chose à voir avec la Palestine, je rencontrais des militants qui étaient aussi à Urgence Palestine. Dans l'AG Féministe Paris Banlieue, un groupe féministe qui organise des réunions interdites aux hommes cisgenres, il y avait des filles qui étaient à Urgence Palestine, et dans le collectif de sans-papiers que je viens de mentionner, il y avait aussi des gens qui étaient à Urgence Palestine, et d'ailleurs il y a une militante qui m'a dit demain je fais une conférence, on m'a demandé de la faire parce que je suis racisée, il vaut mieux que ce soit quelqu'un de racisé qui fasse la conférence. Et racisé aujourd'hui c'est non blanc. Exactement, exactement. Et elle m'a dit donc si tu veux venir voir, et là je me suis dit je n'ai pas le choix que d'aller voir, donc j'y suis allée et je suis rentrée dans ce collectif. Et j'ai commencé par rentrer dans une section locale dans le 20e arrondissement, et en fait un jour j'ai saisi l'occasion de pouvoir aller dans vraiment le collectif national avec le noyau dur des militants, parce que je me suis proposée pour faire le compte rendu de la réunion et de la partager après aux autres groupes locaux. Et donc j'ai réussi à rentrer dans ce collectif vraiment à l'échelle nationale. Et là je me suis retrouvée en réunion. Alors c'était vraiment la convergence des luttes. C'était impressionnant à voir parce que il y avait des militants indigénistes. Je pense à un des chefs qui s'appelle Omar Indigène de la République, par exemple. Oui, c'est ça. Des Ouria Boutelja, oui. Exactement, des militants du PIR. Il y avait un monsieur qui était fiché S pour islamisme en 2021 qui s'appelle Elias Dimzalen et qui lui est de perspective musulmane, qui est concrètement quelqu'un qui milite pour l'islam politique. Il y avait des féministes radicales qui justement organisent des réunions interdites aux hommes. Il y avait des marxistes. Interdites aux hommes hétérosexuels. Et cisgenres, exactement. Parce que si c'est transgenre, c'est bon. Et en fait, je me suis dit, comment tout ça peut fonctionner en fait concrètement, comment est-ce que ces alliances peuvent marcher, qui va se compromettre dans tout ça. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, donc, dans cette association, il y a une règle qui a été édictée, une doctrine officielle, c'est qu'on n'a pas le droit de critiquer les crimes commis par le Hamas, on n'a pas le droit de critiquer les viols commis par le Hamas. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, les féministes vont forcément réagir. Et je me suis rendu compte qu'au contraire, c'est elles qui étaient les plus offensives et qui essayaient de convaincre justement leurs camarades de non, il faut surtout pas condamner le Hamas. Et voilà, donc c'était très très marquant. Vous voulez dire que la ligne rouge, enfin la ligne qui était là, c'était vraiment le Hamas, c'est la résistance. Ce qui s'est passé le 7 octobre, oui, mais je veux dire, il faut le prendre pour ce que c'est. Mais vous dites quelque chose de très fort, notamment, Pauline, vous dites, faudrait que je retrouve ça qui est très très fort. On va en parler juste après la pub, oui. Parce qu'on est pressé par le temps, c'est passionnant votre enquête, Pauline. Non, on n'est pas pressé par le temps. On prend le temps, mais on va marquer une pause. On marque une courte pause, à tout de suite sur Sud Radio. 0826 300 300 pour réagir et poser vos questions. Sud Radio, votre avis fait la différence. Je tenais à vous remercier pour votre émission parce qu'elle permet à des citoyens comme moi de pouvoir s'exprimer et d'avoir des voix un peu dissonantes. Sud Radio, parlons vrai.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Pendant 6 mois, une journaliste a infiltré diverses associations très diverses et qui se retrouvent sur quoi on va en parler, diverses associations de gauche, d'extrême gauche, très diverses justement. Et vous avez effectivement joué le rôle de la militante, en tout cas, pour effectivement entendre tout ça. Mais alors justement, Pauline Condomine, qu'est-ce qui réunit, quels sont les axes qui réunissent des gens aussi quand même différents que les LGBT, les féministes radicales, le soulèvement de la terre qui est écologiste, c'est eux notamment, enfin eux et puis d'autres, vous savez, qui ont aspergé la Joconde au Louvre et tout ça. Il y a aussi les collectifs sans papier, les féministes, on l'a dit. Et effectivement, cette association, et vous dites qui reçoit des dons, qui est un mouvement, qui n'a pas de statut juridique, etc., et qui au fond, vous avez constaté, et vous le dites dans le magazine Livre Noir, vous dites, et aussi vous avez vu quelques députés, notamment de la France Insoumise, le nouveau parti anticapitaliste, les Antifa, etc. Qu'est-ce qui, au fond, les réunit et qu'est-ce qui les sépare? Ce que vous avez vu, hein? Tout à fait. Alors, c'était justement cette convergence des luttes, c'était dans le collectif Urgence Palestine que j'ai infiltré. Donc, en fait, on pourrait penser, voilà, à premier abord, enfin, c'est ce que je me disais, ça se trouve, ce n'est qu'un simple mouvement de soutien aux civils palestiniens parce que il y a la guerre entre le Hamas et Israël. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui réunit fondamentalement ces militants, c'est un antisionisme radical, c'est-à-dire une vraie volonté qu'Israël soit éradiqué, mais soit vraiment rayé de la carte. L'existence même d'Israël L'existence d'Israël en tant qu'État, même d'ailleurs à un moment, il parlait de Rima Hassan qui elle est pour un État binational et en fait il l'a considérée comme une traîtresse parce que pour eux il ne doit y avoir qu'un État palestinien. Et en fait, ce qui les réunit donc c'est le soutien du fleuve à la mer au Jourdain. De la mer au Jourdain. Et ce qui les réunit alors c'est le soutien au Hamas et le 7 octobre. Donc le 7 octobre est qualifié de résistance, le Hamas est qualifié de résistance. D'ailleurs à la première réunion à laquelle j'ai assisté, la militante qui m'avait conviée à la réunion a dit pour moi le 7 octobre comme pour la plupart des musulmans et des arabes, ça a été la résistance en action. Donc voilà, donc pour aussi une certaine part des islamistes en fait. La lutte pour la Palestine, c'est une cause de la Oumma, en fait, c'est une cause islamique. Et ensuite, pour les décoloniaux, ça devient une lutte décoloniale. Et donc, effectivement, voilà, il y avait aussi des féministes. Oui, Israël en tant que blanc, pas en tant que seulement juif, en tant Israël que blanc, en tant qu'agent de l'Occident. C'est ça. Et qu'il faut éradiquer. Et donc oui, pour moi, il y a une sorte de masochisme même chez certains militants. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait des militants anticapitalistes, donc voilà, de gauche, du NPA. Ouais. Et en fait, ils étaient très conscients de ces alliances. Ils disaient, voilà, nous, en fait, on a conscience qu'on s'allie avec des réactionnaires, avec des islamistes, mais en fait, c'est une alliance temporaire. Parce qu'une fois que la Palestine sera libérée, on va parachever la libération par la révolution du prolétariat. Intéressant parce que ils devraient méditer aussi sur ce qui s'est passé en Iran, quand le Parti communiste Toudé a aidé, tout à fait Khomeini est arrivé, et quand Khomeini est arrivé, le Toudé, les communistes ont été éradiqués, alors eux, de façon très précise. Mais il n'y a pas quand même, parce que moi, ça me paru énorme, que ces gens, oui, ils disent éradiquons Israël, etc. Bon, ok, c'est leur, je ne dirais pas c'est leur droit, c'est leur idéologie et c'est leur croyance. Mais il n'y avait pas chez certains féministes, que vous avez rencontré certains féministes, ou certains LGBT, ou certains gauchistes, quand même, se disant, est-ce que ça va pas un peu loin, tout ça? Non, il n'y avait pas alors, si, il y a eu, par exemple, dans ce groupe féministe dans lequel j'étais, il y a eu un débat à la suite du 7 octobre. Il y a une militante qui a commencé à dire le Hamas, ça reste quand même un parti réactionnaire, antisémite. Est-ce qu'il faut vraiment le soutenir de manière inconditionnelle? Et en fait, on lui a très sèchement répondu qu'elle avait une vision trop occidentale des choses et qu'il fallait respecter l'autodétermination des Gazaouis, des Palestiniens, et que donc, finalement, le Hamas avait une légitimité. Et ça c'est même allé justement chez ces féministes à dire non, on ne va pas condamner
condamner les viols commis par le Hamas, parce que pour eux, en fait, les Palestiniens sont plus victimes. Même le Hamas, c'est plus des victimes que les femmes israéliennes. En fait, dans la concurrence victimaire. Exactement, dans l'intersectionnalité qui explique que voilà, il y a une espèce de concurrence victimaire. En fait, les femmes israéliennes, elles sont hors jeu, en fait. Voilà. Oui, en tout cas, elles sont moins à plaindre que, exactement. Elles sont moins à les victimes gazaouis, qui existent aussi, effectivement. Mais alors comment vous avez vu, vous avez assisté aux réunions, on va parler aussi de cette manifestation, vous avez fait plusieurs. Mais c'est quoi, par exemple, pour les écologistes que vous avez vus, Soulèvement de la Terre et autres, les zadistes et autres, c'est quoi en disant, aujourd'hui, effectivement, pour faire avancer nos luttes à nous, il faut passer par la lutte palestinienne, gazaoui et compagnie? C'est ça un peu leur mental En fait, ils sont sensibles à ces luttes-là. C'est un écosystème où voilà, toutes les luttes sont un peu réunies et ils disent que c'est aussi leur combat parce qu'ils épousent en fait tous les combats antiracistes et entre guillemets qui confinent à l'islamisme aujourd'hui. Et en fait, par exemple, Soulèvement de la Terre, c'était très parlant pour moi parce que quand il y a eu la crise des agriculteurs, donc j'étais en interne quand il y a eu la crise des agriculteurs. Et les militants, ils disaient non, mais on a essayé d'aller voir les agriculteurs sur les blocages, on a essayé d'aller leur parler, mais ils nous aiment pas. Et puis en plus, c'est des fachos, c'est l'extrême droite, donc les agriculteurs, on laisse tomber. Mais en revanche, ils ont fait dans le même temps, ils ont fait une alliance avec Urgence Palestine où ils ont décidé d'aller boycotter Carrefour, justement parce que Carrefour donne, il me semble, fournit des rations alimentaires aux soldats israéliens. Et pour le coup, l'alliance avec Urgence Palestine était absolument naturelle, en fait. C'est-à-dire que ça n'a même pas posé problème, posé question, tandis que les agriculteurs en colère, c'était l'extrême droite, le fascisme. Ce sont des réactionnaires, quoi. Voilà, exactement. Ils aiment pas les migrants, ils aiment pas la mondialisation. Et alors, justement, les gens que vous avez côtoyés, Pauline, c'est très intéressant. Ils sont, en fait, ce sont des gens qui sont à la recherche de repères. Je parle de la base, que vous avez vu, je parle pas des quelques leaders, etc. Est-ce que ils se disent oui, c'est ça la cause aujourd'hui, et ils se disent et en fait, ce qui compte, c'est d'être dans le bon camp, le camp justement anti-occidental. C'est de l'anti-occidental, c'est de l'anti-blanc, c'est tout ça à la fois. C'est quoi? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les fait courir, quoi? Exactement. Alors, je pense pour beaucoup de jeunes militants, il y a une forme de culpabilité, à mon avis, même de culpabilité d'être un occidental, d'être blanc. Ils ressentent, je suis coupable d'être blanc. Tout à fait, oui. Le privilège blanc, je dois le vivre et l'expier. Exactement. Et si en fait on n'agit pas contre ce privilège, on est coupable. En fait, on est coupable par nature. Et nous, on fait partie de cet Occident-là qu'il faut contrer. Donc oui, il y a cette idée qu'en fait c'est pas grave. On va aller aider les autres, on va aller aider les islamistes, on va aller aider les militants indigénistes, et on doit nous un peu laisser tomber nos opinions, par exemple sur le féminisme, pour les aider. Oui, c'est étonnant parce que, encore une fois, séparons complètement islamisme et musulman, c'est pas du tout la même chose, mais il voit bien que les islamistes, au fond, on avait bien vu le traitement des femmes yazidis et compagnie, et ce qui se passe en Iran, et ce qui se passe en Afghanistan avec les talibans, ça leur pose pas problème. Pas du tout, et d'ailleurs, les militantes féministes, moi, que j'ai rencontrées, elles militent concrètement pour l'autorisation du port du voile à l'école, le port de l'abaya, et pour elles, c'est anti-féministe d'interdire le voile à l'école ou d'interdire l'abaya. C'est islamophobe. Et d'ailleurs, j'étais à une réunion à Urgence Palestine et une militante qui disait que en fait, le féminisme blanc, les femmes qui demandent les écarts, qui demandent qu'il n'y ait plus d'écarts salariaux entre les hommes et les femmes, qui ont ce genre de lutte-là, c'est du féminisme blanc, c'est du féminisme privilégié, mais que la vraie cause, c'est les femmes qui sont voilées, et en fait, qui n'ont pas le droit de se voiler partout, et que c'est vraiment ça la lutte féministe par excellence. Que le reste, l'économie, tout ça, c'est pour les blancs, c'est pour les privilégiés. C'est pour les blancs. Voilà, tout à fait. C'est très intéressant parce qu'il pousse donc jusqu'au bout ce raisonnement décolonial, anti-occidental, anti-blanc, etc. Ils ont un raisonnement très racialiste, en fait. Il y a le féminisme blanc, il y a le féminisme non blanc, et donc il y a des militants justement qui sont blancs et qui disent on va comment dire, exorciser un peu notre blanchité, on va les aider et on va servir leur cause à eux, quoi. C'est très intéressant. Vous le montrez très bien dans votre reportage, encore une fois, vraiment à lire dans Livre Noir, parce que ce n'est pas souvent. D'ailleurs, c'est je crois une des premières fois où on a une enquête en profondeur et qui dit bien
qui montre bien, même si c'est une minorité évidemment, mais une minorité agissante, et on voit très très bien ce que ça pose. On va continuer à en parler évidemment avec Pauline Condomine. Et puis vous aussi, vous aurez la parole évidemment si vous voulez poser toutes vos questions à Pauline Condomine qui est notre invitée aujourd'hui. Vous connaissez le numéro à force 0826 300 300 où vous posez vos questions en direct sur le Facebook Live de la page de Sud Radio. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, et pas seulement moi. Passionnant, encore une fois, Pauline Condomine infiltrée au cœur des associations dites d'extrême gauche, mais encore une fois, il faudrait beaucoup de choses à dire là-dessus. Moi, je crois qu'elles ne sont ni de gauche ni de droite, c'est autre chose encore. Mais elles se disent évidemment, effectivement, décoloniales, antifascistes, etc. Mais quand on voit effectivement les extraordinaires discriminations raciales qu'elles posent entre elles, par exemple, c'est intéressant, vous me parlez on va parler de la manifestation au Philippines du 9 mars dernier, mais par exemple, Rima Hassan, qui est quand même très pro-Palestine, qui est pour un État binational, etc., et vous dites, elle est considérée dans le milieu comme traîtresse à la cause. Tout à fait, elle est considérée comme une traîtresse parce qu'elle s'est prononcée dans les médias pour un État binational. Donc voilà, en réunion, les militants, ils étaient excédés. Ils disaient, en fait, c'est pas décolonial, un État binational. Il faut vraiment se débarrasser d'Israël et des Israéliens, en fait. Donc, oui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les colons, quoi. Ah oui, mais il le disait concrètement. C'est vrai que il le disait même, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on va en faire des colons ? Ils allaient jusqu'à dire, on va les éliminer, ou c'était... Ils disaient qu'il faut éradiquer Israël, donc oui. C'est assez clair. C'est ça, oui, c'est très clair, ce que dit d'ailleurs tous les mouvements des islamistes radicaux, enfin je veux dire des salafistes, etc. Toute cette terre, il ne devrait pas avoir 1 cm² de terre non arabe ou non islamique. Je voudrais revenir alors à cette manifestation du 7, c'était le 8 mars, je crois, c'est ça, Journée internationale des femmes. Donc, vous dites, c'est les féministes qui organisent la Journée internationale des femmes. Alors, comment Urgence Palestine, comment ils se sont greffés là-dessus ? Vous étiez déjà là-dedans, vous participez aux réunions et vous avez participé à la manifestation. Racontez-nous. Tout à fait. Alors, en fait, Urgence Palestine, ils ont été invités dans le cortège par un collectif féministe, donc le collectif dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle AG Féministe Paris Banlieue et qui organise des réunions interdites aux hommes cisgenres hétérosexuels. Et en fait, ils ont été invités. C'est ça qui est intéressant, oui. Tout à fait. Ouais. C'est assez paradoxal. Ouais. Et elles leur ont dit, voilà, vous pouvez venir parce que vous pouvez militer avec nous. Alors moi, je me trouvais à la réunion de préparation du 8 mars, donc c'était le 5 mars. Et en fait, en direct, pendant cette réunion, les militants, ils préparaient donc la manifestation. Ils ont appris qu'il y avait un collectif qui s'appelle Nous Vivrons. Donc c'est un collectif de femmes juives en majorité, mais qui en fait dénonce les crimes commis par le Hamas et l'antisémitisme. Dénonce le 7 octobre. Oui, et le 16 octobre. Et en fait, ils ont appris qu'elles avaient une place dans le cortège. Et donc là, en fait, la salle est rentrée en ébullition. Ils étaient dans une colère noire. Il y a une militante qui a commencé à dire il faut qu'on appelle des antifascistes blancs pour aller leur casser la gueule. Ensuite, il y a le chef Omar Al-Soumi, le vrai chef du mouvement, qui a dit est-ce que quelqu'un dans la salle connaît des fighteuses motivées, en fait des femmes qui pourraient aller se battre contre le cortège. C'est Nous Vivrons. Exactement. Et alors vraiment, c'était une colère noire. Et moi, je devais rédiger le compte rendu de la réunion. Donc je rédige le compte rendu. Je rédige un compte rendu très sobre, très simple. Et ensuite, je l'ai envoyé à Omar, qui l'a repris et qui l'a complété en expliquant dans le compte rendu, il faut aller s'opposer physiquement aux sionistes, parce que voilà, il les appelle les sionistes. Mais tous sionistes, oui, c'est ça. Tout le monde est sioniste à part eux. Tous ceux qui sont pour l'existence d'Israël sont des sionistes, et ils estiment qu'il y a un vrai complot sioniste. Donc voilà, il faut aller s'opposer physiquement aux sionistes. Il y avait beaucoup de violence. Et en fait, donc le jour de la manifestation, donc moi j'étais avec eux. Et vous défiliez avec eux, avec Urgence Palestine, etc. Oui. Défilé avec eux. Et en fait, alors on n'était pas censé défiler au même endroit que le groupe de féministes juives Nous Vivrons. On était censé manifester à des endroits différents, sauf que Omar Al-Soumi, donc le chef d'Urgence Palestine, ainsi que d'autres militants, des hommes qui étaient dans la réunion où j'étais, sont allés au contact du cortège et les ont agressés en fait et se sont battus. Omar leur a même lancé des bouteilles dessus et en fait la violence elle était préméditée quoi. Et après forcément là j'étais un petit peu inquiète. Je me suis dit
Il y a quand même pas mal de violences et je me suis quand même rendue à la réunion suivante, donc la réunion de débrief. Et alors à ce moment-là, c'était très particulier parce qu'en fait, comme il y avait une capture d'écran d'une de leurs conversations de groupe qui avait fuité sur Twitter, ils étaient persuadés d'être infiltrés, donc ils demandaient à tout le monde t'es qui, tu connais qui ici. Donc moi j'étais un peu stressée. Ben oui, ça se comprend. Et en fait, je me disais bon peut-être qu'ils vont remettre en question la violence qu'ils ont utilisée, peut-être qu'ils vont se dire voilà, on a été un peu trop impulsif, on n'aurait peut-être pas dû les agresser physiquement. Et en fait, bien au contraire, ils ont conclu la réunion en disant que l'agression n'avait pas été assez organisée, que ça aurait été une victoire parce qu'en fait le cortège a été exfiltré de la manifestation à cause de cette agression. Il a été exfiltré par la police. Nous vivrons. Exactement. Nous vivrons. Le groupe de féministes juives a été exfiltré. Et en fait, ils ont dit voilà, les militants d'Urgence Palestine et Omar. On a gagné. Ouais. Ils ont dit en fait, on aurait pu dire qu'on a gagné, mais c'était pas assez bien organisé, c'était pas assez coordonné cette agression. Donc la prochaine fois, il faut que ce soit mieux fait. Donc en fait, c'est un collectif quand même, un groupement de faits qui utilise la violence, qui incite à la violence. Et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait toujours pas eu de question de dissolution de ce collectif est quand même, moi, me surprend pas mal. Mmh. Oui, par rapport à Civitas, qui est ou autres qui ont été... Quand je vois justement la militante de Némésis que vous avez reçue tout à l'heure, qui a fait une garde à vue pour une pancarte, et que je vois que Omar Al-Soumi, le chef d'Urgence Palestine, qui a été filmé, ça a fait le tour des médias, en train de lancer des bouteilles sur des féministes, lui n'a jamais été en garde à vue, donc c'est vrai que c'est assez étonnant. Ouais, et en fait... donc ces gens que vous avez vus, hommes, femmes, etc., cette humanité, vous la pensez elle est très violente quand vous dites à la fin, oui, on va aller plus loin. Vous dites en fait qu'on n'est qu'au début, c'est-à-dire que ça va se radicaliser encore plus, d'après vous. Tout à fait, oui. En plus, c'est un groupe assez jeune qui a été créé après le 7 octobre pour soutenir le 7 octobre, justement, pour soutenir le Hamas. Et c'est un groupe qui a vraiment des velléités de violence. Et en fait, ce qui est, je pense, il faut se mettre aussi dans l'univers mental. C'est pas évident, mais en fait, c'est des personnes qui sont radicalisées, très radicalisées, et elles voient tout sous le prisme du sionisme, anti-sionisme. C'est-à-dire que il y a soit... ça, c'est l'horizon. Exactement. Indépassable, incontournable. Exactement. Il y a ni gauche ni droite. C'est soit vous êtes pour l'existence d'Israël, soit vous êtes contre, et vous êtes nos amis, mais sinon vous êtes nos ennemis. Oui. D'ailleurs, vous le dites, vous le dites ceci. Je voudrais juste lire un paragraphe de votre enquête. Vous dites: ce mot de sioniste, je l'ai entendu résonner des centaines de fois au cours des dernières semaines. C'est à l'aune de cette notion que les militants sondent le paysage politique, notamment de gauche, et désignent leurs ennemis et leurs alliés. Tous ceux qui se prononcent pour l'existence d'un État juif ou qui dénoncent les exactions du Hamas tombent sous le coup de cette invective. L'enjeu n'est pas de soutenir, vous écrivez toujours, l'enjeu n'est pas de soutenir la Palestine ou de dénoncer la politique israélienne. L'enjeu est de gagner la bataille politique et idéologique en imposant l'idée qu'Israël n'a pas le droit de se défendre car il est le coupable originel. À ce titre, il faut faire taire tous ceux qui dénoncent les crimes du Hamas, à l'instar du groupe Nous Vivrons, agressé lors de la marche du 8 mars. Tout à fait. Mais c'est quand même assez étonnant parce que on peut encore une fois avoir les idées qu'on peut avoir, mais comment il se fait qu'ils ont réussi à convaincre? Parce que dans la vie, il y a quand même d'autres enjeux, il y a d'autres combats, et que tous doivent se focaliser là-dessus. Parce qu'apparemment, ils ont convaincu pas mal de monde, d'après ce que vous dites. Tout à fait. Moi, je pense que c'est la Palestine, ça devient presque un prétexte pour cette convergence des luttes, en fait, pour cette convergence des luttes, dont le motif, dont le moteur est la haine de l'Occident, en fait, parce que toutes ces personnes-là, elles se retrouvent dans la haine du blanc, dans la haine de l'Occident. Y compris les blancs, haine de soi, etc. Exactement, y compris les féministes blanches, y compris les militants indigénistes, voilà. Et oui, pour revenir sur le sionisme et l'antisionisme, pour eux, pour montrer qu'ils sont quand même très radicalisés, le sionisme, c'est un complot. Ils parlent de complot sioniste tout le temps, et ça ne dérange absolument personne. Il y a un militant qui disait les sionistes, ils s'infiltrent partout. Je sais que ça semble complotiste de dire ça, mais je vous assure qu'il y a un vrai complot. Et il ajoutait après, le sionisme, c'est une menace existentielle pour l'humanité, pire que le nazisme. Donc ils ont quand même une mentalité un peu de martyr comme ça. Et ça va même les amener, ce complotisme, qui est un complotisme qui ressemble vraiment beaucoup au complotisme antisémite, antisionisme, antisémitisme se confondent. Ça les amène même, pour certains militants, à penser que les attentats islamistes qui ont eu lieu en France, avec Charlie Hebdo, avec Mohamed Merah, en fait, sont des attentats
orchestrée par le pouvoir sioniste pour attiser la haine des musulmans. Donc ils ont vraiment une mentalité très très particulière et très déstabilisante. Ouais. On va peut-être, je crois que nous avons Esteban, nous avons des... Effectivement, nous avons Jean qui nous appelle depuis la Dordogne. Bonjour Jean, vous avez une question? Daniel ou Jean? Allô? C'est Jean. Daniel. Oui, bonjour Daniel, on vous écoute Daniel. Ça en fait deux en Dordogne. Voilà. Oui, une petite question à la demoiselle. Je suis admiratif de son courage, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'elle a pu savoir quel était le ressort idéologique de toutes ces personnes, c'est-à-dire le fait de vouloir garder contre vents et marées tout un tas de personnes sur notre territoire, quitte à mentir, quitte à trahir? Est-ce qu'ils lui ont expliqué les raisons profondes? Oui, de ces associations qui gardent les migrants, les clandestins, etc. Voilà, quel est le but avoué? Quel est le but final? Est-ce que c'est l'envahissement, c'est l'hybridation de la France, c'est la substitution d'un peuple par un autre? Voilà. Pauline? Bonjour Daniel, merci pour votre question. Alors, en fait, ces associations, elles ont une vitrine où elles disent, voilà, nous on est là pour aider les migrants. Et en fait, en réalité, ce qu'elles veulent, c'est vraiment abolir les frontières, en fait. C'est que, effectivement, moi, je pense que la France soit submergée, parce que pour elles, l'accueil doit être inconditionnel de tous les migrants. Et je pense que c'est abolir même les frontières, et voilà. Oui, non, mais en fait, là, oui, mais il y a des gens qui pensent, effectivement, y compris, enfin, des gens de gauche et des gens qui disent, c'est le monde n'a pas de frontières, c'est sans patrie ni frontières, voilà. Et oui, il y a des gens qui pensent sincèrement ça, après. Voilà. Et ça peut être motivé par une culpabilité d'être occidental, d'être privilégié, qu'il faut exorciser encore une fois, quoi. Oui, tout à fait, c'est assez étonnant. On a une question sur les réseaux sociaux, André, qui demande à Pauline. Pauline, est-ce que vous avez pu recueillir des messages audio ou des vidéos, en plus de votre enquête papier écrite? Oui, tout à fait. Alors, on a énormément en fait de preuves, de documents, tout ce qui est dans l'enquête. Vous les publiez. On les publie même. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure d'un fichier Excel sur lequel le pointage des sans-papiers en manifestation est recensé, j'ai ce fichier et j'ai tout un tas de captures d'écran et même d'enregistrements pour avérer ce que je dis, tout à fait. Et en plus, alors il y a des slogans quand même intéressants que vous avez entendus. Le kérosène, c'est pas pour les avions, c'est pour brûler les flics et les patrons. Tout à fait. Alors ça, c'est le groupe féministe, oui, tout à fait, qui l'emploie régulièrement en manifestation. Ouais. Et notre équipe de Livre Noir a filmé justement ce slogan. Ouais. Et ça a fait que Gérald Darmanin a saisi la justice pour justement appel au meurtre. Et alors moi, j'étais en interne dans ce groupe, donc j'ai vu les réactions et les féministes disaient mais je comprends pas, ce slogan, ça fait 10 ans qu'on l'emploie. Gérald Darmanin n'est-il jamais venu en manifestation pour constater par lui-même? Ah oui, c'est un slogan d'il y a 10 ans. Enfin, tout à fait, oui. C'est pour eux, c'est en fait, ils tombaient des nues d'avoir des problèmes à cause de ça. Et alors, et puis un autre slogan aussi, intéressant, la Palestine est une cause féministe. Tout à fait, oui, tout à fait. Intéressant, ça. Exactement, ouais. C'est le but de convaincre, et c'est le but de dénoncer ces féministes qui dénoncent le Hamas, de dire voilà, elles n'ont pas leur place parmi les vraies féministes que nous sommes. Une vraie féministe, c'est une féministe pro-Hamas pour ces personnes-là, tout à fait. Alors vous avez assisté à ça, et juste, c'est intéressant, vous avez été à une réunion où est venue Danielle Simonet, une des députées de la France Insoumise. Tout à fait. Comment ça s'est passé? Alors justement, une réunion d'urgence Palestine. C'était une réunion d'urgence Palestine. Exactement. Donc c'est un collectif pro-Hamas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'était ma première réunion, donc j'ai écouté, il y avait beaucoup d'interventions. Donc voilà, comme je disais, on expliquait que le 7 octobre, c'était la résistance en action. Ensuite, il y a un militant qui a dit il faut soutenir la résistance par tous les moyens possibles. Et puis il y a Danielle Simonet qui était là, et c'est pas la première fois que des députés, des élus LFI justement côtoient les militants de Ils Urgence sont Palestine. assez présents, d'après ce que ils sont très présents. Ils sont très présents. Oui, ils savent que ça fait partie de leur électorat, malheureusement. Et en fait, Danielle Simonet a pris la parole. Elle a dit écoutez, moi je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites, parce que c'est quand même des militants très radicalisés. Elle leur a dit en revanche, franchement, je pense qu'on peut manifester ensemble. De toute façon, moi je vous demanderai pas un examen de conscience politique, donc soyons amis. Et ensuite, elle a demandé si elle pouvait prendre des photos de la salle, si elle pouvait prendre des photos pour faire sa communication. Et les militants lui ont dit non, et elle s'est assez vite éclipsée. Et en fait, ensuite, les militants disaient
qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'elle avait dit, parce qu'elle avait dit qu'elle était pour une solution à 2 États, et eux, c'est pas du tout leur vision des choses. Oui, c'est intéressant de voir, effectivement. Vous avez vu d'autres politiques Oui, j'ai vu Laurent Sorel, conseiller municipal du 20e arrondissement de la France Insoumise, qui venait très souvent en réunion à Urgence Palestine. Il disait, voilà, moi je me sens bien ici, même si je partage pas tout à fait toutes vos idées, et qui aussi faisait partie des soutiens aux sans-papiers. Pareil, dans le 20e arrondissement, lorsque les sans-papiers sont arrêtés, il y a des élus locaux qui vont appeler la police pour leur dire, pour demander à ce qu'ils soient libérés, pour faire un peu pression. Et il faisait partie de ces élus-là. Et au fond, Pauline, maintenant après 6 mois, vous avez écrit tout cela, vous le publiez aujourd'hui. Le sentiment que vous avez par rapport au pays, par rapport à la France, enfin par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est quand même, alors en prenant un peu de distance avec un peu, est-ce que ça reste quand même une minorité qui se chauffe toute seule et qui s'auto-excite, ou c'est quelque chose qui annonce des lendemains qui déchantent? Alors pour le coup, ce qui m'a marqué quand même, c'est que j'ai rencontré énormément de militants. Ils sont très nombreux. Franchement, oui, ils sont très très nombreux et ils sont tous connectés les uns aux autres. Et en fait, moi, ce qui m'a inquiété, voilà, c'est pour ça que Urgence Palestine a pris une aussi grande place dans le magazine, c'est parce que c'est vraiment la convergence des luttes. Et c'est là où en fait, il y a une organisation et que en fait, c'est un bon prétexte pour qu'ils s'allient tous, parce que voilà, ils ont une haine de l'Occident. Donc forcément, même si ça reste une minorité, ils sont quand même nombreux, ils ont pas mal de moyens, et puis ils sont prêts à user de la violence. La violence, c'est quelque chose qui était vraiment récurrent dans toutes mes infiltrations. Même d'ailleurs, à un moment, je me suis retrouvée sur un groupe qui en fait était un groupe de traque des opposants politiques dans l'Est parisien. C'est un groupe où de traque de qui? De personnes qu'on considère comme fachos ou d'opposants politiques, notamment en vue des européennes. Donc c'est un groupe où en fait où des personnes que j'ai rencontrées sont sur ce groupe. Dès qu'elles voient dans l'Est parisien quelqu'un qui est considéré comme facho d'extrême droite, elles le signalent au groupe, et ensuite l'information doit être relayée dans des groupes antifa violents pour expulser la personne ou plus. La mettre hors d'état de nuire. Exactement. Exactement. On va marquer une dernière petite pause dans ce face-à-face et puis on revient dans un instant avec Pauline Condomine qui est notre invitée aujourd'hui. Et puis vous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h50 sur Sud Radio, toujours avec Pauline Condomine, journaliste à Livre Noir, qui s'est infiltrée pendant 6 mois à travers des associations d'extrême gauche. Et nous avons Jean qui nous appelle depuis Toulouse, qui veut réagir. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Oui, bonjour André Berkov et votre invité Pauline Condomine. Tout d'abord, et pour faire très court, mes félicitations, Monsieur Berkov, pour laisser ce temps d'antenne si précieux à une personne, à une journaliste aussi courageuse et aussi clairvoyante dans l'analyse qu'elle a faite. J'avais 2 questions. La première, vous y avez répondu, donc je vais très vite. Je voulais savoir si des élus de LFI vagabondaient parmi ces réunions et osaient s'afficher, se montrer. La réponse a été positive. Et la deuxième question, plus délicate, qui s'adresse à Madame Condomine, vous avez fait preuve d'un travail, d'une abnégation incroyable, très courageuse. Je suppose aujourd'hui que vous allez ou vous êtes sous protection. Oui, bonne question. Effectivement, c'est une question que j'allais poser, Jean. Oui, Pauline Condomine aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous êtes sorti. Effectivement, vous êtes en pleine lumière, et je pense que les associations, les groupes que vous avez côtoyés ne doivent pas être particulièrement heureux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous êtes comment ça va se passer? Vous êtes sous protection? Comment ça se passe? Alors, on a pris des dispositions, oui, pour ma sécurité, et donc je suis très bien entourée et soutenue. Bon. Donc non, je suis pas inquiète, et je pense que même s'il se passait quelque chose, ce serait très facile de remonter aux personnes responsables. Donc je suis pas inquiète, et merci beaucoup pour votre question. Voilà. Merci Jean. On a Denis qui nous appelle depuis Toulouse. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Depuis la Dordogne, pardon. Bonjour Denis. Ouais, bonjour et merci beaucoup à vous. Et moi, c'est un peu dans le même sens, quoi, parce qu'après une enquête comme ça, les menaces de mort, ça doit y aller quand même, quoi. Mais
Et vous avez déjà, non, là, c'est trop tôt. Vous savez, c'est sorti aujourd'hui, puisque c'est sorti en même temps que la sortie du magazine de Livre Noir, qui est dans les kiosques aujourd'hui, hein, et que je vous recommande, parce que vraiment l'enquête. Ouais, mais j'étais voir sur Internet, on le voit, ouais. Mais ça fait peur, quoi, pour cette personne. Elle est très courageuse, et puis vu ce qu'on entend aujourd'hui, les choses qu'il y a, les appels à la Palestine pour la destruction de l'État d'Israël et tout ça, ça fait vraiment très très peur. Et le courage de cette femme-là de dénoncer tout ça, quoi. Au fond, vous êtes, Pauline, quand vous avez commencé, et même au fur et à mesure, est-ce que vous posiez des questions sur vous, ce qui me paraît tout à fait normal et naturel? Vous dites, oui, mais alors qu'est-ce qui va se passer quand je vais sortir tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous occupait, et qui me paraît tout à fait légitime? Évidemment que ça m'a préoccupée. Après, voilà, j'ai été accompagnée tout le long, très bien accompagnée. Toutes les dispositions ont été prises. Tout le monde savait où vous étiez. Exactement, tout le monde savait où j'étais en permanence, j'étais protégée, donc voilà. Et après, oui, parfois on me posait des questions un peu personnelles, donc je m'étais fait un peu une sorte de profil, mais j'essayais de coller le plus possible à ce que j'étais pour pas devoir trop mentir, parce que c'est quand on ment qu'on se fait prendre. Évidemment. Mais alors quelque chose quand même, c'est intéressant. Dans toutes les associations, ça prouve quand même, je dirais pas un certain amateurisme, qu'on ne vous ait demandé que votre prénom. À un moment donné, quand même, des gens, je ne sais pas, ça me paraît naturel de dire, attendez, ah oui, tu t'appelles comment, tu es d'où, etc. Et montre-moi ta carte d'identité. Après tout, sans être policier, on peut le demander. Personne ne vous a jamais demandé ça. C'est quand même étonnant. Non, pas du tout. Et en fait, il y a une vraie culture de l'anonymat. Et quand les gens posent trop de questions, les autres vont se méfier. Et donc, pourquoi tu poses cette question? Exactement. Tout le monde est un peu anonyme. Exactement, parce qu'ils savent qu'il peut y avoir des agents, des renseignements territoriaux qui sont infiltrés. D'ailleurs, oui, j'ai assisté à des scènes de paranoïa où il y avait les militants commençaient à s'engueuler entre eux en disant mais qu'est-ce qui me dit que t'es pas des RT, des renseignements territoriaux? Qu'est-ce qui me dit que je peux te faire confiance? Est-ce qu'on se connaît assez bien? Donc voilà, donc finalement il y a cette culture de l'anonymat. Qui est due justement au fait de vouloir échapper à la police, au renseignement, qui m'a aidé dans cette infiltration. Sauf les leaders un peu dont vous parlez. Oui, les leaders évidemment sont connus, oui, c'est assez sûr. Est-ce que vous avez vu, en fait, sur les méthodes, alors vous avez parlé effectivement, donc pour le moment en tout cas, Urgence Palestine n'a pas d'existence légale, c'est ce que vous dites. C'est ni une association, c'est un collectif, enfin voilà, comme d'autres collectifs. Et est-ce que ils ont manifesté une peur de la dissolution, etc., certains mouvements ou pas, ou qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Tout à fait. Alors les soulèvements de la terre, ils ont été très marqués parce que Gérald Darmanin a tenté de les dissoudre l'année dernière suite aux événements de Sainte-Soline. Donc en fait, la menace de la dissolution plane toujours, donc ils en parlent tout le temps. Ouais. Et voilà, on doit mettre nos téléphones pendant les réunions, on doit mettre nos téléphones dans des boîtes. Ah oui, à chaque réunion, vous mettez les téléphones qu'on met au dans fond les de la boîtes, pièce, et on doit tous avoir un pseudo, enfin tout le monde a un pseudo d'animal, donc moi je m'appelais Beluga, et voilà, et Urgence Palestine, aussi, voilà, ils ont peur, et en même temps, ça ne les empêche pas d'écrire dans un compte-rendu officiel de la réunion qu'il faut aller s'opposer physiquement au sionisme, mais en même temps, ils ont peur parce que beaucoup de militants que j'ai côtoyés ont eu des procès pour apologie du terrorisme, parce que voilà, ils ont soutenu le Hamas sur les réseaux sociaux, et donc ils savent que quand même, il y a des risques juridiques. Mais en même temps, il y a une telle impunité, quand je parlais d'Omar Al-Soumi tout à l'heure, le chef d'Urgence Palestine qui a agressé des féministes, et qui n'a jamais été en garde à vue. Il craignait d'aller en garde à vue. Il disait, voilà, l'arc sioniste se tend contre nous, peut-être que je vais être interpellé. Il n'a jamais été interpellé. En tout cas, vraiment, Pauline Condomine, une enquête tout à fait remarquable. Vous avez déjà vos prochains sujets d'enquête ou pas encore? Oui, on travaille sur nos prochains sujets d'enquête. Bon, vous en saurez plus bientôt. Bon, très bien. Et puis, je pense que là, on pourrait faire ça à visage découvert. En tout cas, je vous l'espère. Je rappelle vraiment, lisez Infiltrés, au cœur de l'extrême gauche dans Livre Noir. Et encore une fois, c'est un document, et un document aussi très courageux. Merci Pauline Condomine d'avoir été avec nous. Merci André Berkoff d'avoir animé l'émission. On se retrouve demain entre midi et 14h. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.